Yeah, hey, we do it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah. We do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 17 avril 2026. Gavino De Falco en compagnie de mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va, Jérémy? Ouais, ça va mieux que les Blue Jays en tout cas, ça c'est sûr. Il me semble que on va faire la même émission que la semaine dernière puis l'autre semaine d'avant. D'après moi, là, on pourrait ressortir des cassettes d'il y a 2 ans, là, puis il y en aurait sûrement une qu'on pourrait refaire jouer cette semaine, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en rendrait compte. Les Blue Jays, ça fait combien de séries de suite qu'ils perdent, là? Ils ont balayé la première série contre les Aces, 3 victoires, aucune défaite. Depuis ce temps-là, c'est 4 victoires, 11 défaites, du très mauvais baseball. Pas d'attaque, on va en parler en long et en large aujourd'hui. Mais tu sais, je sais que les gens dans mon entourage me disent « Hey, écoute, Gavino, panique pas, il reste encore 140 matchs à la saison. » Mais la tendance n'est pas bonne, Philo, là. Non. Le tour de table avec Jérémy Filosa. Vas-y. Ben, écoute, la tendance n'est pas bonne, puis j'aime pas ce que je vois, et je sais qu'il est encore tôt. Je sais qu'il y a des joueurs qui vont revenir bientôt, notamment des lanceurs, mais tu sais, c'est pas ça que les Blue Jays ont besoin présentement, c'est de l'attaque. Et on verra, là, on va parler de Berrios, on va parler de Savage et tout ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui approchent un retour la semaine prochaine, peut-être Barger, peut-être Springer. Mais ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, comme quand on dit « Hey, toi et Dieu t'aidera », on s'aide pas chez les Blue Jays. Je revois ce qu'on a vu il y a 2 ans, quand Bichette n'était pas là. Je répète, mais encore une fois, ça fait tellement mal le départ de Bichette, mais on ne s'aide pas, Gavino. Je regarde la mentalité, puis on va en parler tout à l'heure, de comment les Brewers ont approché cette série où eux aussi avaient de la difficulté à frapper. Ouais. Et les Blue Jays ont approché ces matchs-là dans des circonstances semblables. Et moi, je veux dire, il n'y a pas de surprise là, pourquoi les Blue Jays ont perdu les 2 derniers matchs de cette série-là. T'en souviens-tu, après la première série, j'avais dit, y a-tu quelqu'un qui s'ennuie de Beau Bichette? Parce que je voyais Okamoto, wow, il est incroyable. Wow. Écoute, je pense qu'il frappe la balle, il a frappé 2 coups de circuit, je pense, dans les 2-3 premiers matchs de la saison régulière. Je sais que Beau Joseph Bichette n'a pas une grosse saison avec les Mets. Mais c'est pas un Mets, Beau Bichette, c'est un Blue Jay. Et écoute, de 1 à 9, ça fait dur, Philo, là. Tu sais, on va parler de John Schneider dans quelques instants et sa responsabilité à concocter au moins un alignement qui a de l'allure. Peux-tu laisser des gars-là une couple de jours de suite? Non, c'est le festival du je pige dans un chapeau. Comme tu dis, c'est un copier-coller de la saison 2024 lorsqu'on mettait Justin Turner, Vogelbach. Là, je veux dire, tu regardes le line-up de 1 à 9, Philo, là. Ben, line-up des ligues mineures. Les Blue Jays ne font peur à personne. Tu sais, l'année passée, tu avais des joueurs qui se distinguaient parce qu'ils avaient connu une saison incroyable, la saison de leur carrière. Nathan Lucas, David Schneider, Barger, Kirk et tout ça. Je veux dire, la moitié de ces gars-là ne frappent plus cette année. Ne frappent plus. Non, ne frappent plus, puis c'est des retraits faciles. Et c'est des retraits prévisibles. Déroulant à l'aréco, déroulant au deuxième. Il se passe absolument rien. Il y a très peu de frappeurs dans cet alignement-là qui ont des mentalités créatives et qui, quand ils ne frappent pas, ils essayent de faire d'autres choses. J'ai souvent parlé de Myles Straw, qui a une excellente approche à la plaque. Il y a toujours, on dirait, quelque chose en arrière de la tête quand il s'approche de la plaque. Mais moi, l'alignement ne me dérange pas tant que ça. Honnêtement, je veux dire, ils sont tellement mauvais, Gavino, que t'en mettes un ou un autre, ça change rien. Mais c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une situation critique? Est-ce qu'on peut regarder les 2 manches qui ont mené aux défaites des Blue Jays dans la série contre les Brewers, s'il te plaît? On va tout de suite commencer par le deuxième match de la série avec Tyler Rogers qui était au monticule. Les Blue Jays avaient l'avance et là, tout d'un coup, Tyler Rogers, la balle qui ne sort pas de l'avant-champ et les Jays s'inclinent dans ce match-là. On va tout de suite regarder cette séquence. Chopper over the head of Rogers. Here comes Frelick. Throw to first in time. Sal scores. Teray drives it.
Tu sais, ça, c'est dans la première défaite contre les Brewers. Encore une fois, tu ne marques qu'un point, tu bricoles seulement un point. Les Brewers qui fabriquent et, disons, bricolent une manche qui avait pas rapport, des erreurs, encore une fois, du mauvais baseball. Tu t'inclines 2-1. Tu scrapes encore une fois une bonne performance de Dylan Cease. Ben oui. Écoute, il lance comme Cy Young, aucune victoire ou une victoire depuis le début de la saison. Même chose pour Kevin Gausman, jamais impliqué dans la décision. Parle-moi de ça, de Tyler Rogers qui, oui, c'est un frappeur qui va forcer l'adversaire à frapper des roulants. Encore une fois, lorsque t'en arraches, t'en arraches. Ben, t'en arraches. Puis là, présentement, là, je veux juste te dire que défensivement, autour du marbre et du monticule, c'est une catastrophe, Gavino. Okay? Il y a 8 erreurs jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, causées soit par un receveur ou par un lanceur. 8 erreurs. On est dans la 3e semaine de la saison, là. 8 erreurs. Et les erreurs ont coûté jusqu'à maintenant, attention, 12 points mérités. Non mérités, pardon. 12 points non mérités. Alors, à chaque fois qu'il y a une balle qui est frappée, soit près du monticule ou du marbre, c'est une aventure. On garoche ça dans le champ droit. On garoche ça dans le dos du coureur. La balle qui nous glisse entre les mains. On tente de jouer la balle nue et ça fonctionne pas. Il fait la base des choses. Je veux te parler des Brewers. On peut-tu regarder la séquence du deuxième match? On regarde la séquence. Une clinique d'amorti sacrifice. Pour les plus jeunes, on regarde ça. His last time up shows bunt. Gets it down. It's a good one. Heineman spins and throws him out. Hamilton shows bunt. Gets it down. Tough play here. Throw to first. Not in time. 1-1. There's the bunt. It's on the ground. Mitchell's going to score. The throw is in time. It is a perfectly executed safety squeeze by Joey Ortiz, and the Brewers have a 2-1 lead. Non, mais sérieusement, là. Pour amortis consécutifs. Oui, pour le papa qui a amené son fils dans l'après-midi pour dire, hey, écoute, on va aller voir des balles frappées à 500 pieds du marbre, tu vas voir, c'est excitant le baseball. Non, c'est une clinique d'amortis sacrifice! Une clinique d'amortis sacrifice! Ben, écoute, je veux expliquer quelque chose très clairement aux jeunes qui nous écoutent, OK? Quand tu déposes un amorti, tu réduis considérablement le pourcentage de chances d'avoir une apparition au bâton non productive. Okay? Ça, c'est la première chose. Il faut que tu saches déposer un amorti, bien sûr. Les joueurs des Brewers savent comment faire. Ce qu'on veut éviter quand tu as une séquence où tu frappes pas, c'est les retraits non productifs. Alors, c'est une bonne stratégie. Qu'est-ce que les Brewers ont fait? OK? Eux, on n'est pas capable de frapper, on frappe pas la balle aujourd'hui. OK, parfait. Voici la stratégie, les boys. Dès qu'on a une manche où le premier coureur se rend sur les sentiers, que ce soit un but sur balle, peu importe, OK? Que ce soit la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, pas grave. Dès qu'on a une manche où le premier coureur se rend sur les sentiers, qu'est-ce qu'on veut? On veut un amorti sacrifice. Le but, c'est de faire avancer le coureur au deuxième. Deuxième frappeur, là, on a vu dans le cas qui nous concerne, un coup filé. Alors, c'est un amorti où on tente d'aller chercher un coup sûr. Ça a fonctionné. Mais au pis-aller, le coureur avance du troisième. Étant donné que la stratégie du coup filé fonctionne, on dépose l'amorti de sûreté. Et sur l'amorti de sûreté, c'est impossible de défendre au marbre le jeu et le coureur qui vient du troisième. Donc, les Brewers attendaient juste ça. Mets-nous un gars au premier, pas de retrait. On s'occupe du reste. On fait rouler la petite machine, le petit baseball, et on va aller marquer le point qu'on a besoin pour gagner. Pendant ce temps-là, quelle est la stratégie des Blue Jays? Bon, on attend qu'il se passe quelque chose. On attend que quelqu'un frappe un circuit. On attend que quelqu'un frappe un double dans l'allée. Le coup sûr opportun ne vient pas. Rien. Et tu perds les deux matchs. Il se passe rien. Encore une fois, les Blue Jays inactifs sur les sentiers. Pourquoi ils ont peur de voler puis faire des frappés courts? John Schneider, est-ce qu'il va attendre d'être à 22 matchs de la tête pour commencer à réagir? Tu l'as dit, il se passe rien, mais des coureurs en mouvement. Et encore une fois, tes gros frappeurs ou ton gros frappeur frappe pas du côté des Blue Jays. 6e manche. Les Blue Jays débutent la manche go 1, go 2, Vladimir au bâton. J'arrête de faire ce que je faisais. Là. Je vais regarder la télévision d'un œil averti parce que
J'imagine que Vladimir va en profiter. Là. Un lanceur qui n'arrache, il va essayer de guider la balle, puis Vladimir va en catapulter à 450 pieds du bar, bien dû. Premier lancé, balle cassante, s'élance, retrait au bâton, pas retrait au bâton, balle à double jeu. 5, 4, 3, retourne dans l'abri, et ensuite, l'attaque est morte. C'était la seule chance que tu avais de produire quelque chose. Et ce qui m'énerve du côté de Vladimir, là, encore une fois, c'est un copier-coller de 2024. Il court vers le premier but, puis là, il fait semblant de lancer son casque, mais il ne lance pas. Lance-les ton maudit casque, puis pète-les en deux, sérieusement. On est rendu comme ça. As-tu vu les réseaux sociaux? Les gens sont à feu et à sang sur Vladimir Guerrero. Je comprends. 14 ans de contrat, Philo. Mais Circuit cette année. Il a 7 points produits en 18 matchs. Il gagne 500 millions. 1 demi-milliard. 1 et 7. C'est pas suffisant, là. C'est vraiment pas suffisant. Il y a une chose, Gavino, par contre, puis ça, là, je sais, je me répète, là, OK? Mais si t'as pas un vrai clean-up man en arrière de lui, là, ils vont y lancer de la cochonnerie toute la saison. Et puis, regardez les frappeurs là, qui ont du succès, OK? Ils frappent des bons tirs. Quand la balle est au centre de la zone des prises, c'est là qu'un frappeur comme Vladimir Guerrero peut faire le plus de dommages. Là, comme tu viens de le mentionner, il s'élance sur une balle cassante et la réalité, là, c'est que ça va être ça toute l'année. Alors, moi, là, pour moi, il y a beaucoup de fautes sur les épaules de la direction des Blue Jays. Je sais qu'ils ont essayé de signer ci, puis signer l'autre, puis faire amener. Ça n'a pas marché. Mais la réalité, là, c'est qu'autour de Guerrero, présentement, il n'y a personne pour le protéger. Et Gavino, ça va être un gros problème. Parce que si on ne donne pas des tirs de qualité à Vladimir, il va avoir de la misère. Puis lui, il a tendance à forcer la note quand ça ne fonctionne pas. Alors, ça me fait peur. Tes frappeurs 1, 4, 5, 6, là, ils jouent ailleurs ou bien ils sont sur la liste des blessés. Springer, Kirk, Beau Bichette et Addison Barger. Je veux dire, le reste des joueurs, là, on va regarder tout de suite les statistiques offensives des Blue Jays. Au 25e rang pour les points marqués. 25e sur 30. C'est un club qui frappait tout ce qui bouge en série mondiale contre des lanceurs élites en séries éliminatoires. Là, t'es pas capable de frapper des lanceurs des White Sox puis les lanceurs d'Intel. Puis, je veux dire, 68 points seulement depuis le début de l'année. T'en as accordé 93. Encore une fois, beaucoup de coureurs sur les buts contre les Blue Jays. T'as frappé seulement 16 coups de circuit en 18 matchs. On frappe pas la longue balle. 23e à ce chapitre. Et regardez les statistiques individuelles. Oui, ça paraît bien, Vladimir, 323 de moyenne. Je comprends ça. Mais c'est seulement un circuit et seulement 7 points produits. Les coups de circuit, Dalton Varsho en a 3. Il s'est réveillé dans les 5-6 derniers jours. À égalité avec Andrés Jiménez. Philo! 11 points produits depuis le début de l'année. C'est ton meneur. Il frappe soit 8 ou 9. Ça, c'est pas normal. Et pas Tyler Spence, mais Spencer Miles, une victoire. C'est le bonheur chez les égalités avec 6 autres lanceurs. Non, sérieusement, là. Sérieusement. Tu sais, je te dis ça, là, au début de l'année, t'aurais dit, ben non, t'es malade, le Vladimir. Il a frappé tout ce qui bouge à la classique mondiale. Il frappait des balles à 500 pieds du marbre. Il est en shape. Il s'est entraîné tout l'hiver. 1 et 7. Puis ton meilleur frappeur, c'est Andrés. T'en souviens-tu quand tu me disais Andrés, tu me niaises. Andrés, il m'a avec 11 points produits depuis le début de l'année. Tu sais que c'est pas une grande saison quand Andrés Jiménez est ton meneur offensivement parlant chez les Blue Jays. Ça va vraiment mal. Là, il faut comprendre là, qu'il y a un petit peu de mélange de tout. Il y a de la malchance, il y a des blessures aussi, mais on ne se prend pas en main. Regarde, le baseball, c'est pas compliqué, là. Quand tu as de la misère à frapper, reviens à la base. Reviens. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider cette équipe-là à gagner aujourd'hui, à part frapper des roulants? Maintenant, faut que je te parle de la situation d'Okamoto parce que je sais que ça fait juste 3 semaines, là, Gavino. Ben, c'est 3 semaines de trop, là, présentement, là. Ben, c'est parce il frappe que là, à rien, Philo. C'est un retrait misère. automatique. Retrait au bâton ou faible roulant parce qu'il n'est pas capable de pousser la balle au champ posé. C'est un retrait facile. Puis John Schneider continue de le mettre 4, 5, 6. Hey, c'est 9 ou dans l'abri, mon chum Okamoto. Puis notre cher ami Valenzuela, qui est encore très jeune, ben, tu sais, Heinemann fait un meilleur travail pour faire contact,
fait un meilleur travail derrière le marbre. Je sais que c'est pas idéal sans Kirk, mais le jeune, j'ai pas de problème à ce que tu lui donnes 2 départs par semaine, mais ça peut pas être lui à tous les jours. Je sais qu'Heinemann n'était pas à 100% là, la semaine dernière, c'est à cause de ça. Mais il y a beaucoup de difficultés défensivement. On dirait que il y a les mains graisseuses un petit peu. Là, je ne sais pas, à chaque fois qu'il ramasse une balle à terre, on dirait que la balle lui échappe. Mais dans le cas d'Okamoto, je sais qu'il est encore tôt, Gavino, mais on a vu avec Clement au 3 puis Schneider au 2, ça a plus d'allure défensivement. Oui. Moi, je signe ça tout de suite. Si tu me dis entre Okamoto au 3e but ou bien là, il est rendu DH, on le met au premier but, écoute, tu penses à quoi? Je veux dire, mets Clement au 3, puis lorsque Barger va revenir, là, je pense que tu vas être une meilleure équipe si tu retournes Barger au 3e but et tu mets un voltigeur comme Miles Straw qui tente de fabriquer quelque chose, qui n'est pas un retrait facile au bâton puisqu'il fait gaspiller beaucoup de lancers à l'adversaire, un frappeur professionnel. Selon moi, je pense que tu vas y aller avec ça, là. Retourne Barger au 3, puis Okamoto, regarde, faire un petit tour dans le 3 parce que présentement, tu te cherches. Je sais pas s'ils peuvent. Je sais même pas s'ils peuvent. Tu sais, un gars comme Nathan Lucas, je pense qu'il y a des options. Il pourrait retourner à Buffalo, jouer quelques matchs, retrouver son élan. Tu sais, je le trouve un peu malchanceux. Dans le dernier match, il frappe 2 balles sur le nez directement au joueur de 3e but, directement au joueur de premier but. Je pense que Lucas va s'en sortir à cause de ça. Dans le cas d'Okamoto, je sais qu'on est juste à la 3e semaine de la saison, mais tabarouette, on comptait tellement sur lui. Qu'est-ce qu'on disait? À chaque fois qu'on parlait du départ de Bichette, on disait, si Okamoto peut rentrer ici, frapper 150 coups sûrs, avoir une moyenne de 275, c'est pas si pire, ça va compenser. Là, présentement, il compense pas pantoute. Il nuit à l'équipe au moment où on se parle. C'est ça la réalité. Il frappe pour 200 depuis le début de la saison. Ton meilleur frappeur, là, c'est présentement Miles Straw, 353, mais seulement 17 présences au bâton. Heinemann fait le travail offensivement, 300 de moyenne. Ernie Clement, 2,88, mais continue à être utilisé dans le bas de la formation. 7-8-9. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu, ce gars-là, pour frapper 7-8-9? Fallait frapper premier ou deuxième, OK? Il a frappé pour 450 en série mondiale, là. Il est pas assez bon pour affronter des lanceurs des White Sox puis des Diamondbacks. Faut que tu le fasses frapper 7-8-9. C'est pas normal, Philo, là. Je commence à être tanné de ça. Ouais, moi aussi, je commence à être tanné. Puis des fois, là, les gérants, ils rentrent dans la suranalyse de « Ouais, mais là, on va avoir un gaucher ou un droitier dans le bas de l'alignement. » Laisse faire ça, là. Présentement, t'es pas capable de marquer de points, là. Prends tes 3-4 meilleurs, là, sac-moi ça dans le haut de l'alignement, colle-les ensemble, peut-être que ça va créer quelque chose. Donc, comme tu dis, surtout pour une équipe qui a tellement de misère à marquer des points, tu peux pas avoir un frappeur de 300 qui frappe à tous les soirs, 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, ça n'a aucun sens. On l'a mis là, un match, Clement, comme lead-off man. Je pense qu'il a fini la journée 2-4, je me trompe pas. Ah ouais, il retourne au 7e rang, au 8e, dans le bas de l'alignement. C'est à rien y comprendre. Je veux dire, arrête de te cogner la tête sur le mur à chercher des stratégies d'alignement. Le présentement, là, ça frappe pas, là. Prends tes meilleurs, là. Qui connaît un bon début de saison? Me sac de si t'es droitier ou gaucher, là. Mets-moi ces 5 gars-là dans le haut de l'alignement, puis espérons de faire quelque chose. Parce que là, ça peut pas continuer comme ça. Puis les buts sur balle. Y a-tu quelqu'un capable de prendre des buts sur balle dans cette équipe-là? Fini, là. Je pense que la statistique, les Blue Jays sont dans le dernier tiers des majeurs. On s'élance souvent au décompte, et puis on va pas chercher de buts sur balle, on fait pas travailler le lanceur. Mais tu sais, parlez des lanceurs des Blue Jays, là. Ouais. Ceux qui ont des rotations, ceux qui sont dans la rotation, qui sont dans le cercle de confiance de notre ami John Schneider. Eric Lauer, il est mieux de se replacer parce que c'est 7,82 depuis le début de l'année. Max Scherzer, c'est la pratique au bâton dans son cas, 9,58. Et je le vois là, volubile dans l'abri lorsqu'il lance pas et puis il donne des conseils à 9,58. Je sais que tu t'en vas au panthéon du baseball, là. Mais juste te dire à quel point que la rotation des lanceurs est fragile. Du côté de la relève, attends, je te laisse aller dans quelques instants. Mon ami Steve Picard, qui écoute toutes les émissions du podcast des Blue Jays, il est plus capable de mon ami Jeff Hoffman. Il l'appelle Jeff Hoffman. OK? Hoffman. Il y a 2 sauvetages depuis le début de l'année en 5 tentatives. 2 en 5, Philo, là. C'est loin d'être 1, 2, 3. On s'en va dans l'abri, puis on gagne ce match-là. Encore une fois, les choses excitantes.
Il scrape des avances. Je pense qu'on a fait le tour, Philo, là. Ah, je suis d'accord. Combien de chances que ce gars-là va avoir de John Schneider lorsque Louis Varland, il a une moyenne de 0 depuis le début de l'année, 10 présences au monticule, 11 manches lancées, 16 rétro-bâtons, et Yimi Garcia est sur le point de revenir. Je pense que c'est le temps de faire la passation des pouvoirs et voir Jeff Hoffman et donner un rôle. Tu vas passer à mop de temps en temps parce que tu ne fais pas le travail. Mais non, je suis d'accord avec toi, puis ça a été extrêmement frustrant dans le match numéro 1 où les Blue Jays, encore une fois, ont gaspillé une avance de 2 points en 9e à cause de Jeff Hoffman et ont été chanceux de marquer des points en 10e pour au moins sauver un match dans cette série-là. Mais moi, ce qui me frustre, puis John Schneider l'a dit après le match, tu mènes par 2 points, OK? Lance des prises. Tu ne peux pas en aucun temps donner un but sur balle au premier frappeur. Lance des prises. Si elle sac de l'autre bord, là, c'est pas grave. Tu mènes encore 6-5. Mais fais-les frapper. Lance des prises. Soit que ça va être un retrait sur 3 prises, soit qu'il va placer la balle en jeu. S'il place la balle en jeu, on a une chance d'aller chercher un retrait. Tu ne peux pas donner un but sur balle au premier frappeur dans une situation comme ça. C'est inacceptable. T'es un releveur numéro 1, t'as pas d'affaire à faire ça. Défie les frappeurs. Mais tu sais que Jeff Hoffman, lorsqu'il l'a pas, ben écoute, il lance des balles cassantes, puis là, il tire de l'arrière, puis là, c'est le festival du but sur balle, puis ensuite, c'est une balle frappée d'aplomb à la clôture. Ce n'est pas un closer, Philo. Là. Je te l'ai dit, là, la solution présentement, c'est de l'envoyer pour la 7e, puis même pour la 7e, même quand tu mènes 4-2, puis tu l'amènes en 7e manche, je suis pas sûr qu'il va faire le travail. Tu sais, t'as consenti gros contrat, et puis là, t'es pogné avec, puisque son niveau de confiance est à terre depuis le fameux coup de circuit de Miguel Rojas en 7e match. Je suis sûr que ça l'a affecté. Et présentement, seulement 2 en 5 en sauvetage. Selon moi, ce n'est pas la définition d'un pompier. Non, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, l'année passée, ça a été un des pires releveurs de la saison. Je pense qu'il menait au chapitre des releveurs pour le nombre de circuits qu'il avait donné, puis c'était même pas proche. Alors, tu sais, on peut toujours dire, on essaie de lui redonner confiance. Regarde, quand il l'a pas, comme tu viens de le mentionner, il l'a pas, puis il n'y a rien à faire. Donc, c'est pas, tu sais, je veux dire, he is who he is. On l'a vu, on l'a assez vu. Alors maintenant, il faut prendre des décisions en conséquence. Maintenant, tu me parlais des lanceurs partants tout à l'heure. Je veux quand même lever mon chapeau à Dylan Cease et à Patrick Corbin qui ont donné d'excellents départs aux Blue Jays cette semaine dans la série face aux Brewers. Les deux se sont retrouvés avec eux aussi un gros zéro à côté de la colonne des victoires. D'ailleurs, notre cher ami Kevin Gausman attend toujours un petit 1 à côté de son nom là, pour une victoire, malgré 4 très bons départs depuis le début de la saison. Alors, là, il faut parler des blessés, Gavino. Ben oui. J'ai la liste des blessés ici. Regardez, la mise à jour du 17 avril 2026. Bon, les joueurs les plus importants sur le point de revenir. Yimi Garcia, on parle du 26 avril. George Springer, cette semaine du côté de 23. Coudon, orteil fracturé et là, tout d'un coup, est prêt à revenir au jeu. Je ne sais pas s'il est allé voir le docteur M. Miyagi. Je referme la parenthèse. Trey Savage, 20 avril, donc cette semaine, dans son cas. Alejandro Kirk, encore un mois pour le joueur, le receveur. On parle de son pouce, 17 mai dans son cas. Et Addison Barger, ça va faire du bien si tout le monde revient en santé. Barger, on parle du 23 avril du côté du frappeur de puissance. C'est beaucoup de joueurs importants. Comme j'ai dit tantôt, c'est ton premier, ton 4e, ton 5e frappeur. Yimi Garcia, il allait très bien avant sa saison se termine l'année dernière. Ça va faire du bien à l'enclos de relève. Parle-moi de la liste des blessés. Trey Savage est sur le point de revenir également. Là. Alors, Trey Savage a effectué un départ au niveau 3A cette semaine. Au niveau des lancers puis de la vélocité, c'était correct. Au niveau du résultat, pas concluant, là. Pas concluant. 2-3 mauvais départs, là, dans le A, dans le 3A. C'est le festival de la balle frappé l'autre bord de la clôture aussi, là. Berrios a donné 5 points dans le niveau A. Alors, encore une fois, 49 tirs, la vélocité était bonne, mais le résultat, pas très bon. Alors, Savage et Berrios, d'ici une dizaine de journées, normalement, les deux devraient être de retour avec les Blue Jays. Mais est-ce qu'ils vont être capables de livrer la marchandise? Ça, on le sait pas. Même chose du côté de
Barger, ça devrait être au début de la semaine prochaine. Springer à la fin de la semaine prochaine. Et encore là, oui, ce sont des joueurs importants aux Blue Jays. Il reste que ces deux gars qui ont connu, eux aussi, de mauvais début de saison. Très mauvais début de saison. Et là, tu sors de la liste des blessés et tu t'en vas, dans le giron du baseball majeur. Est-ce que ton synchronisme va être à 100% ou ça va te prendre un autre 30-40 présence au bâton, là? Je serais pas surpris que ces gars-là reviennent et là, tout d'un coup, sont 2 en 30 parce qu'ils sont tous désynchronisés. C'est comme un camp d'entraînement, là, dans leur cas, là, Philo. Oui, exactement. Ils repartent un peu à zéro. Mais souviens-toi, quand Springer est revenu de sa blessure au mois d'août dernier, il s'est tout de suite remis à frapper des circuits. Sauf que cette année, on n'a pas vu ça encore de sa part. Alors, c'est pas parce que il y a des joueurs qui reviennent de la liste des blessés la semaine prochaine ou la semaine suivante que tout d'un coup, comme ça, en déclic, tout va se mettre à fonctionner. C'est une question de mentalité, Gavino. Puis là, je sais qu'on peut pas faire des miracles. La réalité, c'est qu'on regarde l'alignement, puis un moitié de line-up, c'est des joueurs des ligues mineures. On a l'impression d'être encore dans la Ligue des Pamplemousses. On regarde ça, on dit, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, tu sais, je veux dire, c'est ça la réalité. Mais moi, j'aime l'attitude des Brewers de Milwaukee qui disent, hey, à soir, on frappe pas. OK, qu'est-ce qu'on fait? On veut gagner ce game-là. Trouvons des solutions. Alors que chez les Blue Jays, je sais pas si c'est le départ de Don Mattingly, Gavino. Peut-être. Mais on est revenu à ce qu'on voyait il y a quelques années où on s'assoyait sur nos lauriers, on priait le petit Jésus, puis on disait, peut-être que Schneider peut frapper un circuit ou un double ou quelque chose. Ce qui m'énerve avec un A depuis le début de l'année, là, j'ai rien contre Jesus Sanchez, mais lorsqu'il s'élance pour la clôture, il est tout croche, Philo. Il est tout croche. Finit son élan, il est pas fluide. On dirait qu'il voulait pas s'élancer, complètement déjoué par des balles cassantes. Lorsqu'il connecte, oui, ça me fait penser à Fernando Seguignol avec les Expos de Montréal. 6 pieds 5, un bodybuilder. Lorsqu'il frappait la balle, c'était à l'autre bord de la clôture, mais plus souvent qu'autrement, déséquilibré. Jesus Sanchez. Écoute, son élan va beaucoup trop loin en arrière, il est beaucoup trop long. Comme tu le dis, vraiment pas élégant. Mais attention, Gavino, vraiment pas élégant à la plaque. Dans le champ non plus, là. À chaque fois qu'il y a une balle frappée vers lui, c'est une aventure. Il part à la cour, hop, il a dépassé la balle, hop, il est trop en arrière, il pogne ça sur le côté. Hey, l'autre fois, il a pogné un fly ball, il s'est fait mal au poignet. Tu sais, je veux dire, non, mais il est tellement pas gracieux sur le terrain. Ça a l'air d'un... Écoute, on a 30 secondes pour terminer l'émission. Malheureusement, j'avais préparé des images, mais on n'a pas le temps. Mike Trout contre les Yankees, 5 coups de circuit en 4 matchs. Écoute, je sais pas s'il est revigoré, mais écoute, il a frappé la balle d'aplomb avec Judge. Il y a des frappeurs de puissance comme ça qui, tout d'un coup, ils frappent des coups de circuit dans le baseball majeur ailleurs qu'à Toronto. En 10 secondes, Mike Trout, est-ce qu'il est relancé? Non, écoute, là, il a connu une bonne semaine, c'est tant mieux. Je pense qu'ils ont dit que c'est le premier joueur adverse qui est rentré au Yankee Stadium dans une série de 4 matchs et a frappé au moins un circuit dans chacun de ces matchs-là. Alors, félicitations. Puis, on n'a pas le temps de parler de Vancouver. On va faire un clip de baseball. La semaine prochaine, ici Gavino Desfalco, au nom de Jérémy qui vous dit à très bientôt. Bye bye tout le monde.